Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. Bonjour, c'est Juliette. Je vous propose un entretien sous une forme un peu différente aujourd'hui. Nous allons parler littérature horreur avec Nils et Philippe, les deux fondateurs du Frisson Festival, et mon amie Noxa, qui va nous rejoindre pour nous parler de ses 3 livres d'horreur préférés. Enfin, nous terminerons cet épisode un peu spécial par un tirage de tarot pour vous permettre d'orienter vos pas dans cette période parfois sombre et mouvementée. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai terminé ma page Tipeee. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous avez sans doute vu cette annonce. L'idée est de participer à la hauteur de vos moyens, bien sûr, pour mieux soutenir le podcast, qui est complètement autofinancé aujourd'hui. Je vous ai préparé de belles contreparties, photos ou visuels dédicacés, histoires personnalisées, soirées contes ou musique chez vous au coin du feu, ainsi que quelques objets que j'ai créés pour vous. Je vous mets le lien en description et je vous remercie par avance de votre soutien. Aujourd'hui, je reçois Philippe Soares Salgado, qu'on avait déjà reçu précédemment par rapport à ton personnage The Dark Eyes. Bonjour. Et Nils A. Illigan. Bonjour. Tu es auteur. Oui, tout à fait. Donc vous êtes 2 des fondateurs du Frisson Festival, qui est le premier festival littéraire dédié à l'horreur, au thriller et au paranormal. Et donc c'est un salon qui est dans sa 2e édition et qui va se dérouler à Reims le 26 et 27 octobre 2024. C'est bon, j'ai tout bon? C'est tout bon. Tout bon. Ok. Alors moi, c'est vrai que j'en parlais à Philippe la dernière fois, c'est un salon qui a bien attiré mon attention, ne serait-ce que par le thème, tout simplement. Il y en a pas beaucoup en fait des salons équivalents. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du festival et comment vous est venue l'idée, le concept en fait? Oui, bien sûr. Philippe, tu veux commencer ou... Non, bah, vas-y. C'est venu assez simplement. Avec Philippe, on s'est rencontrés via Instagram quand j'ai sorti mon premier livre, qui pour le coup n'était pas du tout dans ce thème-là, c'était de la fantasy. Mhm. Et en fait, en rentrant un peu dans le monde des auteurs indépendants, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'auteurs français, francophones, et dont beaucoup sont dans le domaine du thriller, de l'horreur, du paranormal. Et donc j'ai fait la connaissance de Philippe qui est un passionné de ces domaines-là. Et on s'est fait une réflexion commune qui était qu'on avait beaucoup de très bons auteurs francophones, notamment du Nord et du Grand Est, et qu'il n'y avait aucun salon qui était dédié à ce genre littéraire. En Mhm. fait, la plupart des auteurs se retrouvaient justement dans des festivals de fantasy, dans des festivals généralistes. Ils étaient toujours un petit peu comme ça, disséminés à droite à gauche. Et comme on était tous les deux intéressés et même passionnés par ce thème, on s'est fait cette réflexion que faire le premier salon littéraire dédié à l'horreur, ce serait un super projet. Ouais, c'est un beau challenge, effectivement. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'avais suivi un petit peu toute la première édition de façon interposée, parce que malheureusement, je ne suis pas trop du côté de Reims, puis je l'avais découvert un peu tard. Mais c'est vrai que, ouais, au niveau des images, du report, des témoignages, en fait, aussi, parce que j'en avais parlé avec 2-3 personnes qui y avaient été présentes, ça avait l'air vraiment très sympathique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette première édition, comment ça s'est passé, par quels aléas éventuels aussi vous êtes passé? Perso, pour ma part, j'ai pas vu grand-chose. Moi non plus. Ça passe à une vitesse. J'avais tendance à comparer ça. Alors, j'ai pas vécu le cas, mais mariage où en général les mariés profitent pas grand-chose en fait. Ouais. C'est un peu le même principe. On court partout pour faire au mieux, et puis au final, quand on peut se poser, c'est dimanche soir, tout le monde est parti, quoi. Donc Là, on réalise. Ah, c'est déjà passé. voilà. Ok. Donc là, je vais juste me baser sur ce que sur principalement les retours que j'ai eus, mais Ouais. je dirais que s'il y en a qui n'ont pas aimé, ils se sont pas vraiment manifestés, puisque j'ai pas eu de retour vraiment négatif, que du positif. Les gens étaient vraiment heureux d'être là, aussi bien les exposants que les visiteurs. Beaucoup de retours vraiment bienveillants.
vraiment content ce genre d'événement qui a enfin une existence. Et donc, Oui, ça a confirmé votre pari, en fait, en quelque sorte. Autant du côté des lecteurs que des auteurs, en fait. voilà, ouais, c'était vraiment l'idée, effectivement, puisque bon, bah, pour une première édition, je pense que là, on n'a pas fait original, c'est-à-dire dans le sens où, enfin, les organisateurs d'une première ont tous peur de la même chose, c'est-à-dire du bide, qu'il n'y ait personne, Ouais. qu'il n'y ait pas de visiteurs, etc., qu'on entende des mouches, mais bon, ça n'a pas été le cas, donc très très rassuré à ce niveau-là. Et puis après, les messages des uns et des autres, et surtout l'engouement pour déjà pour la première, mais alors là pour la deuxième, il est énorme, quoi. On a eu Ouais. énormément de demandes. Victime de votre succès. Bah, c'est un peu ça, puisque malheureusement, il faut faire des choix, puisqu'on peut pas prendre tout le monde, et que effectivement, en très très grande majorité, les gens comprennent très bien qu'on peut pas prendre tout le monde, et donc Mm. ils en veulent pas, puisqu'ils ont bien compris que bah, non cette année veut pas dire non l'année prochaine. Hein, voilà, faut tourner un peu, changer un peu, etc. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à autant de demandes, en tout Non, c'est génial, en tout cas. C'est une belle confirmation, en fait, de tous ces efforts que vous avez mis. cas. C'est Ouais. clair. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la deuxième édition, du coup? Donc, j'ai dit le 26 et 27 octobre 2024. Donc, c'est à l'hippodrome de Reims, c'est ça? Oui, toujours. Ok. Toujours, ouais. Mm. Donc, vous espérez combien de personnes par rapport à la première édition? C'était un peu notre grande inconnue de la première édition. On était aux alentours des 2000 visiteurs sur cette première édition. On espère au moins faire autant et dans l'idéal un peu plus. Bah oui, on vous le souhaite. Mais si on réitère déjà les 2000, c'est déjà super. Ouais. Ok, bah c'est vrai que ça parle quand même beaucoup autour de ce salon. Ça, ça intrigue. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez fait des appels à auteurs. Vous aviez ouvert des candidatures pour que les auteurs puissent signaler leur intention de venir participer. Comment vous avez choisi justement ces auteurs? On a fait pouf pouf. Lui, il est beau, elle aussi, donc c'est bon. Avec un pendule, c'était oui ou non, et puis voilà. Non, en fait, on est une équipe. Les autres sont pas là aujourd'hui, hein. Notamment, il y a Camille, Mhm, qui est le troisième membre, qui a beaucoup travaillé aussi en coulisses comme nous. Alors elle, plutôt dans la partie réseaux sociaux. Il y a deux personnes qui se sont jointes à nous pour la deuxième édition, Isaac et Marc. En fait, on a pris toutes les inscriptions. On a d'abord rempli chacun de notre côté un formulaire avec oui, non, en fonction de nos avis, de nos goûts, de notre envie de renouvellement aussi. Et puis, quand un auteur avait 5 oui, c'était évident qu'il mhm. viendrait. Un auteur ou un exposant d'ailleurs. Et puis quand il y avait des égalités ou des discussions, on a fait une grosse réunion, parce qu'on fait pas mal de réunions par WhatsApp au cours de l'année pour préparer le festival. Ensuite, on a discuté et on a essayé aussi justement de renouveler par rapport à la première édition, d'avoir des gens qu'on n'avait pas pu accueillir la première fois, Mhm. et de faire aussi une place à des nouveaux auteurs, à des nouveaux exposants, tout en accordant une place à ceux qui ont toujours été fidèles et qui ont vraiment leur place au festival. Ouais, c'est un vrai casting en fait quelque part, vraiment basé sur la qualité Et d'écriture en fait. Ouais. oui, et puis sur l'envie de faire découvrir de nouvelles choses, des auteurs indépendants. Mais ça a été franchement, alors entre nous, on s'entend bien et donc il n'y a pas eu de difficulté, mais ça a été franchement un crève-cœur Mm. de devoir refuser des gens. D'autant que voilà, on a aussi légèrement réduit le nombre d'exposants par rapport à l'année dernière, dans un souci d'avoir un petit peu plus d'espace et de donner un peu plus sa place à chacun. Mais concrètement, la grande majorité des gens qu'on a dû refuser, c'est simplement pour des raisons de logistique et on serait ravis Mm. de les accueillir une autre fois. Donc des auteurs, éventuellement effectivement donc des événements, conférences en fonction de ce qui va se passer. C'est ce qui fait tout l'intérêt d'un salon où les gens peuvent aller vraiment à la rencontre de leur auteur favori. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms comme ça de d'auteurs qui seront présents en fait sur place? Pour la partie littéraire, donc on peut déjà annoncer le duo de parrains marraines, qui sont Dominique Bellavance et José Marcotte, deux auteurs québécois qui écrivent entre autres, bien évidemment, entre autres dans la série des Contes interdits. Ok. J'ai appris ce week-end, c'est tout frais, que la maison édition Faute de Frappe, qui ressort des anciens livres et qui a ressorti notamment Slugs de Sean Hudson,
viendra donc avec Sean Hudson. Voilà. Wow. Donc, Sean Hudson, auteur anglais qui écrivait dans les années 80, qui a sorti pas mal de livres qui ont été édités en France par la suite dans la collection Gore. Et donc Sean Hudson, surnommé le Shakespeare du Gore, Sera présent au salon. sera présent au festival. Ouais, ouais. Ah ben c'est super. Oui, je connais Faute de frappe comme maison d'édition. J'en ai entendu parler, effectivement. C'est Ouais. une belle référence. Ah ben c'est super. Ouais, j'étais déjà l'année dernière, donc ils étaient Ouais. prévus hein, de toute façon, mais j'ai croisé Marc Falvo, donc son dirigeant, ce week-end au Bloody Weekend, et il m'a confirmé donc que Sean Hudson sera présent. Donc on a une super exclusivité pour l'interview là en fait. C'est ça que tu nous dis, Philippe. Voilà, oui, c'est tout frais, hein. J'ai su ça, T'avais ménagé ton suspense. j'ai su ça ce week-end. Ok, bah bonne nouvelle. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi peut-être de la partie du coup non littéraire ou peut-être d'autres auteurs que tu as envie de mettre en avant Bah, pour les autres auteurs, pour pas faire de jaloux, etc., je préfère laisser les Allez gens voir aller le site. directement sur le site, voilà, puisque la liste, elle est faite, hein, donc Ouais, c'est visible sur le site internet je frisson-festival.com. mettrai le lien de toute façon dans la description. Et puis, donc pour la partie non littéraire, donc pareil, c'est un duo de parrains marraines, donc en l'occurrence Flo et Tetel de la page YouTube Monstres de films, qui ont vraiment adoré. Donc du coup, voilà, on leur a proposé, puisqu'ils nous avaient fait part de leur souhait de venir tout le week-end, on leur a proposé d'être les parrains de la partie non littéraire, puisque c'est une page franchement très très qualitative Mhm. sur les films, notamment mettant en scène des animaux, des créatures, des films d'horreur. Donc voilà. Après sur la partie donc exposant, on a voulu voilà varier encore. Il y a des nouveautés qu'il n'y avait pas l'année dernière, avec des choses visuellement très belles, mais toujours dans le thème de l'horreur. De toute façon, ça Ouais. là-dessus ça change pas quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos pratiques? Est-ce qu'il y a un coût pour venir au salon? Est-ce qu'il y a de la restauration sur place, des choses comme ça? L'entrée pour les visiteurs sera gratuite, comme l'année Ok. dernière, et c'est quelque chose qu'on tient, en tout cas pour l'instant, à maintenir. L'hippodrome de Reims, pour ceux qui sont pas rémois, il est assez facilement trouvable. Il y a un grand parking sur place, parking gratuit également. Sinon, il est accessible via les trams A et B depuis la gare de Reims Ok. et la gare Champagne-Ardenne TGV. Pour la restauration, alors nous, au sein du salon, cette année, on va gérer que la partie boisson, parce que parmi les difficultés qu'on a eues l'année dernière, il y avait notamment la partie restauration. Hmm. Mais il y aura sur la place devant l'hippodrome, il y aura normalement 2 food trucks qui permettront aux gens qui le souhaiteront de se restaurer. Voilà, je pensais bien de préciser aussi qu'à l'hippodrome, il y a un accès PMR. Oui, tout à fait. Hmm. Voilà, et sinon, au niveau des horaires d'ouverture, de toute façon, ils sont à jour sur le site, mais le samedi, on ouvre à 10h, on ferme à 18h, et le dimanche, c'est 10h, et on ferme 1 heure plus tôt à 17h. Donc tout le week-end, ça va battre son plein. C'est ça. Après, pour terminer, est-ce que vous avez éventuellement, pour aller plus loin sur ce thème de défendre en fait un petit peu la littérature d'horreur paranormale, peut-être l'envie de faire un prix littéraire, par exemple, dans le festival ou d'autres choses comme ça? Est-ce que vous avez des idées pour aller un petit peu plus loin? Alors bah justement, tu as mis le doigt dessus. Alors on a mis en place cette année le prix Frisson Festival. Donc pour les auteurs ou maisons d'édition qui en avaient l'envie de mettre en jeu un livre, donc avec la condition qu'il ait été édité depuis au moins le 1er janvier 2023. Et c'est que Euh, maison d'édition, il n'y a pas d'auto-édition dedans. Sinon, Si aussi? auteur ou maison D'accord. édition. En fait, La seule condition, pour le coup, c'était de participer au Frisson Festival. Ok. oui, bien sûr, oui, oui. Et l'histoire des dates, effectivement, qui soient de l'année en cours ou l'année juste précédente. Mais par Ok. contre, oui, on a beaucoup d'auteurs indépendants qui ont participé. Oui, parce que c'est une grosse partie aussi aujourd'hui. Ouais, non, mais après, on est encore tout frais, tout jeune. Mm. Mais bon, je pense que pour un auteur ou même une maison d'édition à taille humaine, dans l'ensemble,
il y a eu quand même pas mal d'auteurs et de maisons qui ont proposé. Après, bien évidemment, l'idée est qu'on ne soit pas nous-mêmes jury du prix. Oui. Hein, c'est pas forcément correct et puis on n'a pas forcément le temps. Du coup, on a lancé pareil un système de candidature auprès du public pour être jury. D'accord. Donc Ok. il y a 17 livres. Ok. Est-ce que j'aurais oublié de vous poser une question importante autour du festival ou vous avez envie de rajouter quelque chose? Non, bah moi après, ce que j'aimerais te remercier et puis simplement dire à tous les passionnés que ça vaut vraiment le coup de se déplacer parce que c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, des auteurs, mais pas que, Hmm. qui partagent cette passion. Et alors, un peu comme Philippe, moi l'année dernière, j'ai pas eu trop l'occasion de profiter du salon, mais j'en ai quand même retenu une très bonne ambiance, une grande bienveillance et vraiment un bon moment avec des retours très chaleureux. Une espèce de réunion de famille un peu, parce Hmm. qu'on se connaît tous via les réseaux, au moins un minimum. Et là, c'était un peu je sais pas, la cousinade de l'horreur. On a tous, on a tous pu se rencontrer des fois pour la première fois, échanger quelques mots, et c'était très agréable. Échanger une saucisse avec Michael Myers, c'est pas mal. Et Ça, ce puis, serait dans un monde de rêve, oui. il y a cet aspect, au-delà du salon littéraire, festival, où c'est vraiment en plus à quelques jours d'Halloween, c'est vraiment une célébration Hmm. de ces domaines qui nous passionnent. On aime bien se faire peur, on aime bien échanger autour de ça. Et puis d'ailleurs, je pense que même les néophytes, les gens simplement curieux, peuvent y trouver leur compte. Il y a plein d'auteurs très talentueux, il y a des très jolies choses, des créateurs qui font des très jolies choses, et c'est une expérience sympa que de se promener un petit peu dans le festival et d'y faire un petit tour. Tout à fait. Ouais, ça donne envie. C'est vrai qu'en tout cas, puis vous communiquez pas mal aussi sur les réseaux, donc on voit ce qui s'est passé l'année précédente, les témoignages. Il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages, comme disait Philippe tout à l'heure, de retours très positifs, et toi aussi, Nils. C'est vraiment ce qui marque, en fait, par rapport à d'autres salons qui sont peut-être un peu plus froids. Comme tu dis, le côté humain a l'air d'être vraiment, d'avoir marqué les gens. Ouais, non, mais en plus, j'ai encore eu ce week-end des personnes qui sont venues me voir par rapport à ça et qui m'ont dit que ce qu'on avait réussi à faire, clairement, comme disait Niels, rassembler physiquement énormément de monde autour d'une même passion et beaucoup de monde qui se connaissent qu'à travers les réseaux sociaux, en fait. Mm. Et qui ont pu enfin se rencontrer pour la plupart, parce que bon, ouais, il y avait des gens qui venaient de toute la France, de la Belgique, et du coup, en termes de visiteurs, parce qu'après en auteur, il y avait aussi Suisse, Québec, mais les gens étaient vraiment heureux par rapport à ça. C'est pour ça que c'est sûr que c'est pas un événement de la taille de certains festivals gigantesques, etc., où il y a 30 000, 40 000 visiteurs sur le week-end. Mais malgré tout, on a vu que beaucoup de personnes sont restées tout le week-end sans s'ennuyer, quoi, en fait. Mm. Après, je voulais juste rebondir là, sur la plaisanterie sur Michael Myers, dans le sens où, effectivement, alors, il y avait déjà quelques cosplayers l'année dernière, il y en a encore cette Oui, année. Donc, je vais volontairement pas rentrer dans le détail, mais je peux déjà annoncer qu'il y aura un spectacle le samedi en fin de journée, qui va être vraiment quelque chose d'assez grandiose ok. et d'assez nouveau, avec Le mélo à la bouche, là. avec certains voilà, avec certains costumes, etc. Enfin voilà, ça va être un gros show Mm. qu'il faudra pas rater, qui sera bien évidemment gratuit, que tout le monde pourra voir sans souci. C'est pas quelque chose qu'on va faire payer en plus. Ok, bon, on va suivre ça. Ouais, ouais, ça vaudra le détour. On l'annoncera avant, bien évidemment, on laissera pas la surprise parce que faut que les gens sachent ce qu'il en est et puis s'ils peuvent s'organiser pour venir le samedi du coup, mais Mm. ça va être quelque chose de très très sympa. Sympathique. Voilà. Ok, Et ok. s'il écoute ce podcast, je fais une grosse bise et un gros merci à Julien et comprendra pourquoi. D'accord. Bonjour Julien. Bon, je vous remercie tous les deux. C'était super intéressant. Et puis voilà, on va vous suivre. On donnera des nouvelles régulières de l'avancée du festival jusqu'à la date fatidique. Et je vous remercie beaucoup tous les deux. À bientôt. Merci à toi. Merci à toi.
Donc on a parlé de littérature horreur et paranormale juste avant avec Niels et Philippe, qui sont les fondateurs du Frisson Festival. Et du coup, on va rester dans le thème, puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir Noxa, qui va nous recommander quelques livres. Donc Bonjour Noxa déjà. Bonjour Juliette. Bonjour. Tu vas nous recommander 3 lectures sur le thème. Donc le premier livre, c'est un de mes classiques favoris, j'ai envie de dire. Le roman qui m'a occasionné le plus de cauchemars quand j'étais jeune, parce que je l'ai lu très très jeune. J'étais même à l'hôpital, je me souviens quand je l'ai lu, et je n'ai pas fermé l'œil de tout mon séjour d'hôpital, qui n'était pas très grave, mais voilà. Donc c'est Cimetière de Stephen King. Ouais, tout à fait. C'est aussi le premier roman qui m'a vraiment fait peur. Ouais. Alors, je l'ai lu il y a longtemps. C'est vrai que c'est le premier roman qui m'a vraiment pris aux tripes et qui m'a fait peur et qui m'a fait découvrir l'horreur Mm. dans la littérature. Et Ah, c'est vrai que Stephen King, il marque, hein. Il est quand même bien efficace oui, bah, dans son ça genre. reste mon auteur préféré. Donc, c'est vrai que dans son genre et dans le genre fantastique, horreur, c'est lui qui marque le plus, je pense. Ouais, tout à fait. Tu peux nous résumer un petit peu l'histoire rapidement? Alors, cimetière, ça s'écrit avec une faute d'orthographe, avec 2 fautes d'orthographe, parce Ce que n'est pas une erreur. non, ce n'est pas une erreur, parce que c'est soi-disant écrit par des enfants. Il a été publié pour la première fois en 1983 en France. Alors, en fait, ça parle de la famille Creed qui va emménager dans une petite ville du Maine. Et alors, le père est médecin. Ouais. Il est médecin dans une école. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les voisins, donc qui sont 2 vieilles personnes âgées très sympathiques, vont faire découvrir à cette famille, donc au père surtout et aux 2 enfants, le cimetière des animaux qui a été construit par des enfants, en fait. Hmm. Il y a des légendes, il va Amérindienne, raconter. hein, il me semble. Oui, c'est Ouais. ça, tout à fait. Des légendes amérindiennes qui racontent que si on enterre notre animal ici, eh ben, il peut revenir à la vie. Hmm. Donc, ce qui va se passer, c'est que au tout début du livre, le chat de la famille, Church, va se faire écraser par une voiture parce qu'en fait, ils sont au bord d'une route et il y a beaucoup de camions qui passent. Et en fait, le père ne veut pas le dire à ses enfants que le chat est mort parce qu'ils vont être complètement dévastés. C'est le chat de Hmm. la famille, voilà. Et donc, le vieux monsieur d'à côté lui conseille d'enterrer le chat dans le cimetière des animaux. Très bonne idée. Très bonne idée. Donc, évidemment, oui, le père de famille va commencer à faire des cauchemars, etc. Hmm. Il va se retrouver avec de la terre sur les pieds quand il se réveille et tout. Et il va se passer que quelques jours plus tard, le chat va revenir. Sauf que il n'est pas comme il était Ouais. avant. Pas Voilà. exactement pareil. Effectivement, il a eu quelques petits changements. Voilà. Il a eu quelques petits changements qui ne sont pas pour plaire à tout le monde. Mais il est quand même revenu à la vie. Hmm. Il est quand même revenu à la vie et même s'il est différent, ça convient à peu près à tout le monde. Par la suite, comme il y a beaucoup de camions qui passent sur cette route, Ouais. oui, donc le papa est en train de jouer au cerf-volant avec leur tout petit et le tout petit va vouloir courir sur la route et il va se faire écraser. Ouais, je trouve que c'est la scène la pire. Je m'en souviens encore en fait de la main tendue où il n'arrive pas à l'attraper en fait juste à 2 centimètres de sa salopette. Ça m'avait marqué, je me souviens. Oui, tout à fait. Et il faut savoir que King s'est inspiré de sa propre histoire C'est vrai? parce que c'était avec Joe, je Ouais. crois. Il jouait justement avec Joe au bord d'une route et en fait, Joe est passé à 2 centimètres de se faire écraser et c'est de là que lui est Hmm. que lui est sorti Cimetière. D'accord. Waouh. Voilà. Et j'en dis pas plus parce que si j'en dis plus, Bah oui, après on lit plus le livre. voilà, je vais dévoiler toute l'intrigue. Mais on se doute que Hmm. il va pas accepter la mort de son fils comme ça. Hmm. Ah Voilà. ouais, c'est un livre qui est très glaçant, comme King sait le faire, de laisser l'angoisse, le suspense monter petit à petit et bien tomber dans l'horreur après. Ouais, il est très efficace, effectivement. Oui, 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 oui. Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement terrifiée. Pour ceux qui l'ont lu, c'est la scène du cimetière. Je n'en dis pas plus. Vous saurez quand vous la lirez. Voilà, vous saurez quand vous le lirez, mais je crois que cette scène a terrifié pas mal de gens comme moi.
Voilà. Eh ben, écoute, super. Merci beaucoup pour cette première recommandation. Ensuite, je crois que tu voulais nous recommander un livre qui s'appelle Avec tes yeux de Cédric Cyr. Oui, tout à fait. Alors, Cédric Cyr est connu plus pour écrire du thriller polar, Mhm. mais il a quand même quelques livres dans le surnaturel. Et donc, Avec tes yeux, c'est un thriller pur, avec une pointe de surnaturel qui rend le tout très effrayant. Mhm. Alors, en fait, ça parle de Thomas, qui est un homme insomniaque, et il passe toutes ses nuits à chatter sur Internet avec un certain Fox, qui est un amateur de théorie du complot. D'accord. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, Thomas, il est en dépression. Ok. Et sa copine va le quitter. Et à ce moment-là, il se décide de voir un professionnel, de voir un psy. Et en fait, il va voir un hypnotiseur. Et pendant la séance d'hypnose, il va voir des choses. Il va voir une tête de bouc. Et il va voir des corps, des morceaux de corps, Mhm. du sang. En fait, il va avoir des visions qui vont lui créer une crise d'angoisse. Tu m'étonnes. Oui, voilà. Et il va avoir des visions voilà, comme un acte de crime, en D'accord. fait. Il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que pour lui, c'était réel. Ça avait l'air vraiment réel, c'était palpable. Hmm. Mais bon, le psy lui dit non, mais c'était juste une crise d'angoisse, c'était rien, ce sont des choses qui arrivent. Le problème, c'est que ça va recommencer. En dehors du cabinet du psy, tu veux dire? Oui, voilà, D'accord. exactement. Ça va recommencer et il va avoir des crises comme ça, où il voit des actes de meurtre. Wow. Et en fait, il sait pas à qui en parler. Bah, ouais, ok. Il sait pas en qui en parler. Et il est persuadé que ces actes de meurtre existent vraiment, qu'il voit quelque chose par les yeux de quelqu'un d'autre. Donc il va en parler avec son ami Fox sur son forum. Et cette personne va le croire. Donc ils vont décider de se rencontrer. Sur ça, j'en dis pas plus. L'art du Mais teasing. oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un second point de vue, qui est le point de vue d'un tueur. Hmm. Et en fait, Intéressant. ce tueur est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et qu'il y a quelqu'un qui le voit. Et donc, en fait, ils sont liés d'une certaine façon, je ne dis pas comment. Ils sont liés et en fait, Thomas voit ce que le tueur fait et ce que le tueur voit pendant Dans ses les crimes. actes, Ouais. ouais, voilà, pendant ses crimes. Waouh. Et donc c'est assez glaçant. Cédric Cyr a une écriture très directe et très brutale. Ce sont des chapitres très très courts, donc c'est très facile à lire, ça se dévore. C'est un auteur français, Cédric Cyr? Oui, c'est un auteur français. Ok. Et donc Avec tes yeux a été réédité il y a quelques mois. Ok. Je mettrai tous les liens de toute façon pour pouvoir commander ou se procurer ou en savoir plus sur les livres que tu recommandes de toute façon. Un bon livre bien attractif qui me Oui. donne envie déjà. Ah bah génial. Et puis après, du coup, tu avais donc une dernière recommandation à nous faire, hein, qui est une nouveauté pour le coup, que tu as beaucoup appréciée. Donc, c'est Les Sorcières du Phare de Oui. C.L. Cook. C'est ça, hein? C'est J. Cook, pardon. C'est J. Cook, voilà. C'est J. Cook. C'est une traduction. Il est sorti chez Hauteville. Je crois que c'était en mai, quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est assez récent, effectivement. Donc c'est assez récent. Alors, Les Sorcières du Phare, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Mhm. C'est l'histoire d'une famille de quatre femmes. Donc, il y a la mère, Liv, et ses trois filles. Alors, Saphir a 15 ans, Luna a 10 ans et Clover a 7 ans. Alors, ça se passe en Écosse entre 1998 et 2021. Elles habitent à côté d'un phare que la mère doit peindre. Elle doit faire une fresque à l'intérieur. C'est un roman choral avec plusieurs voix. Ouais, On a des passages de livres qui se passent en 1998. Et puis ensuite, on va retrouver Luna en 2021, donc ok. quand elle est adulte. On a un troisième point de vue, c'est celui de Saphir en 1998 aussi, donc quand elle a 15 ans. Ouais, donc on traverse les époques un peu. Voilà, exactement. On va traverser les époques. Et du point de vue de Luna, on apprend dès le début que, en fait, toute sa famille a disparu en 1998. Donc, ses deux sœurs ont disparu, Saphir et Clover, et sa mère, elle pense qu'elle est morte. Hmm. Mais, alors, Luna est enceinte et elle a fait plusieurs fausses couches. Donc, elle est très perturbée émotionnellement. Ouais. Et en fait, elle va recevoir un appel depuis l'Écosse, comme quoi on a retrouvé sa sœur Clover. Et alors, elle comprend pas au début, elle se dit, mais comment c'est possible? Ça fait 22 ans. Et donc, elle pense que sa sœur a 29 ans. Ok. Et elle se retrouve face à une petite fille de 7 ans quand elle va la chercher à l'hôpital.
qui ressemble trait pour trait à Clover, à sa sœur. Comme si elle n'avait jamais bougé, qu'elle était restée dans l'âge auquel elle a disparu, en fait. Voilà, exactement. Hmm. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va apprendre que dans ce phare, avant, il y avait ce qu'ils appellent un broc, une espèce de monument, un peu comme les menhirs, tu sais, Oui. dans lequel on faisait brûler les sorcières. Hmm. Enfin, D'accord. les soi-disant Oui, sorcières. tout à fait. Voilà, à l'époque. Et donc, en parallèle, on va lire le journal d'un homme qui habitait à cette époque-là, qui parle de sorcières, qui raconte ces moments où sa mère, qui a été accusée de sorcellerie, va se faire brûler. Hmm. Et on va aussi nous parler de toutes les légendes écossaises, des fées, des Wailers. En fait, ce sont des réincarnations d'êtres diaboliques qui, soi-disant, viennent tuer toute ta famille si tu le vois en tant qu'enfant. Ouais, ils ont des légendes assez sympathiques en Écosse. Oui, voilà. Et donc, il y a toute cette ambiance de légende et de folklore autour qui va faire penser que quand la mère va, par exemple, un jour voir un petit garçon émerger de nulle part, elle va être persuadée qu'en fait, c'est une de ses créatures et Oui. elle va complètement paniquer. Et on va lui dire non, mais il va tuer toute ta famille, etc. Et Hmm. donc voilà, il y a cette ambiance de sorcellerie et de malaise prenant. Et en même temps, on voyage entre les époques. Donc il y a tout un mystère qui se déploie autour de Clover, cette petite fille qui est restée bloquée à l'âge de 7 ans. Et ce qui se passe en 1998 avec toutes ces légendes et toutes ces accusations de sorcellerie. Et aussi ce qui s'est passé en 1662 avec les bûchers des sorcières. Ouais, c'est un livre assez riche, en fait, du coup, effectivement. Au Oui, fond. oui, mais en même temps, il se lit très facilement. Hmm. Les chapitres sont très courts, ça se lit très très vite et en fait, il y a tellement de mystère, tellement d'ampleur et de malaise Ouais. qu'on a envie de tourner les pages. Hmm. Les personnages sont très attachants, ce sont uniquement des personnages féminins. Ouais. Donc c'est un hommage aux femmes et à toutes ces femmes qui ont été brûlées Ouais. pour rien. Puis Voilà. on apprend aussi un peu sur les légendes et le folklore écossais. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'était très intéressant. C'était très intéressant sur ce point-là. Ok, bah écoute, c'est des belles recommandations, hein. Du coup, tu m'as fait mon petit programme de l'été. Génial. C'est parfait. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ces recommandations et je vais mettre les liens vers les différents livres que tu nous as recommandés, puis vers tes profils à toi, puisque tu fais des chroniques régulières aussi, effectivement, sur tes réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et du coup, voilà, bah, j'invite tous mes auditeurs à venir découvrir ton travail, qui est Merci excellent. beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Comme je vous l'ai annoncé au début, nous allons terminer cet épisode par un tirage de tarot qui devrait être la tonalité de votre été, puisque j'ai tiré la carte du soleil. Sur cette carte figure une très belle femme rayonnante, vêtue d'une robe légère de couleur bleu ciel. Sa jupe et ses cheveux sont composés d'ailes et de nuages blancs. Tout est lumineux sur cette carte, sauf un point sombre. La femme tient contre son œil droit une hirondelle noire aux ailes déployées. Cet oiseau bloque ainsi la lumière et l'empêche de réchauffer et éclairer la femme. Elle l'empêche aussi de voir aussi loin qu'elle le pourrait. Ainsi, même quand le soleil brille au dehors et que la nature regorge de beauté, de couleurs et de vie, nous pouvons nous sentir tristes, perdus, ou focalisés uniquement sur nos préoccupations premières sans voir plus loin, sans laisser la lumière et l'espoir pénétrer notre âme pétrie de doutes et de stress. Ne perdons jamais de vue que comme l'oiseau, posé ainsi devant l'œil de la femme, celui-ci ne pourra faire autrement que d'évoluer, de partir, s'envoler vers d'autres contrées. Cette carte est donc un signe très positif, qui vous indique de ne pas rester bloqué sur vos pensées et vos difficultés. Sortez, respirez, profitez de la lumière et de la vie telle qu'elle se trouve. Profitez de la chaleur et de l'amour de vos proches et de vos amis. Votre humeur négative passera, et le soleil pourra alors déployer en vous tous ses rayons bienfaisants. Faites également confiance à la vie et à vos talents, à la force créative qui est en vous ou dans vos rêves, à la chaleur de votre propre cœur. Même les blessures les plus anciennes et les plus douloureuses peuvent être guéries si l'on s'accorde le temps nécessaire pour aller mieux. Croyez en vous, profitez de la vie et des choses simples, de l'amour autour de vous
et je ne doute pas que vous retrouverez toute votre force et votre sérénité. À bientôt et prenez soin de vous.